Imagine, tu fais l'un des meilleurs albums de tous les temps, ton single arrive même à faire pleurer ton futur grand ennemi, mais des gens comme Fantano arrivent à mettre un 6 sur 10 à ce chef-d'œuvre. Pourtant, c'est loin d'être le seul. Ennuyeux, égocentrique, exagéré et provocateur ont été les adjectifs utilisés par les détracteurs de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mais pourquoi ? On est en 2007, Graduation vient de sortir et fait déjà un raz-de-marée. L'album se classe parmi les meilleurs de la discographie d'un Kanye Prime, et en vrai là, tout va pour le mieux dans sa vie. Le mec ressort de 3 classiques, collabore avec les plus gros artistes du moment, et met même fin au plus gros sous-genre du hip-hop, le gangsta rap. Plus personne ne pourra douter de lui maintenant. Mais à vouloir voler trop proche du soleil, on se brûle les ailes. Et malheureusement, il va devoir affronter le plus gros deuil de sa vie. Elle, c'est Donda West, la mère de Kanye et accessoirement la personne qui chérit le plus au monde. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Elle a toujours été là dans les moments difficiles et quand personne ne croyait en son rêve de devenir rappeur, elle le soutenait. Ils ont une vraie complicité ensemble et ça se ressent particulièrement bien sur les vidéos tirées du documentaire What Genius. Anybody does something that much and that long and it's that good, it's gotta pay off. The main thing is getting to do something that you really love to do. Il lui dédiera même un morceau entier sur son deuxième album studio. Et après un début de carrière couronné de succès qui va lui rapporter beaucoup d'argent, il va enfin pouvoir se permettre d'offrir des cadeaux plus ou moins chers à la femme qu'il a soutenue toutes ces années. Et ce que demande sa mère, c'est seulement quelques opérations de réduction mammaire, abdominoplastie et liposuction. Son fils maintenant, il est riche. Du coup, il peut enfin se permettre de lui payer tous ses frais médicaux. Elles seront toutes réalisées simultanément par un certain docteur Jance Adams, déjà connu pour avoir eu des antécédents de faute médicale. Alors, pour préciser, une seule opération représente un danger. Alors imaginez-en plusieurs, faites en même temps par un médecin peu recommandable. Mais bref, elle accepte ce risque et décide quand même de lui faire confiance. Tout se passe à peu près bien pendant l'opération et Donda rentre se reposer comme demandé par son chirurgien. Le lendemain, elle commence à ressentir des difficultés respiratoires et de grosses douleurs physiques. Quelques heures plus tard, elle perd connaissance et décède dans la journée. C'est l'hécatombe pour Kanye, qui se sent particulièrement coupable dans cet accident. Il a toujours été extrêmement proche de sa mère, et la perte comme ça, ce sera insoutenable. Sa santé mentale va en prendre un très gros coup, et avec le temps, il accumulera les crises. Il aura de très gros problèmes à se remettre de ça. Si d'habitude on dit qu'il n'y a pas d'autre remède que le temps, il semble que pour Kanye, ce ne soit pas trop le cas. Et alors que le morceau Hey Mama devait seulement être une chanson joyeuse pour remercier sa mère, après sa mort, il se transformera en l'un de ses morceaux les plus tristes. À chaque fois qu'il l'interprète en live, il y aura toujours comme une énorme tension émotionnelle qui le rendra parfois incapable de performer. Finalement, en 2011 à Coachella, il prendra suffisamment sur lui pour lui rendre un hommage digne de ce nom. On voit clairement qu'il met toute sa personne dedans et crache littéralement ses tripes sur les paroles. En plus, comme si c'était pas déjà assez, il va rompre définitivement avec sa copine de l'époque, Alexis Pfeiffer. Cette baisse de morale va se refléter dans la musique de Kanye, ça va changer totalement ses plans. Et si au départ le concept des albums universitaires devait s'étendre sur une quadrilogie, ces événements lui feront prendre un virage artistique complètement différent. Il se tourne alors vers un album centré davantage sur sa tristesse et quitte petit à petit le rap traditionnel pour se centrer sur des morceaux beaucoup plus chantonnés. L'album qui sort alors en 2008, c'est 808 and Heartbreaks, et pour la première fois dans la carrière du rappeur, les critiques sont mitigées. Bon, c'est loin d'être un flop comme beaucoup le disent, c'est quand même 3 millions de ventes, des tubes intemporels et une place parmi les 500 meilleurs morceaux de l'histoire, mais c'est tout de même une petite anomalie dans son début de carrière irréprochable. Ce qui a fait principalement débat, c'est l'utilisation omniprésente de l'autotune et l'aspect trop minimaliste des instrumentales. Ouais, parce qu'actuellement, on n'est pas encore à une époque où des Future et des Travis percent. À part T-Pain, il n'y a pas grand monde qui faisait ça. La grande mode, c'était toujours ce bon vieux kickage à l'ancienne sur des instruments très simples. Mais comme Kanye aime le dire, il a toujours un train d'avance. I'm 10 years ahead mentally and I'm trapped in today's time. And every now and then I crack you a smile for 2013, but I'm cracking you a frown for 2023. Donc là, Kanye poursuit son petit bonhomme de chemin, avec de nombreuses tournées pour promouvoir ce nouvel album. Et c'est précisément à partir de 2009 que sa descente aux enfers va s'accélérer. En cette soirée du 13 novembre à l'honneur des VMAs, Taylor Swift, icône de la country pop, reçoit le prix du meilleur clip vidéo pour un artiste féminin. Lié qu'on a aperçu plusieurs fois avec une bouteille d'Hennessy à la main, monte sur scène et s'apprête à ruiner la soirée. Il lui arrache le micro des mains pour dire I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. L'extrait devient très vite viral et Kanye se fait remettre à sa place pour ce manque de respect ultime. Que ça de la part des Swifties, d'autres collègues artistes et des fans en général, il se prend une énorme sauce médiatique et son image aux yeux du grand public vient d'être complètement ruinée. Pourtant, Kanye il a déjà su gérer une grosse polémique auparavant. Genre c'était comme 4 ans avant, juste après l'ouragan Katrina. Alors qu'il est en direct aux côtés de l'acteur Mike Myers pour parler de la catastrophe de la veille, il décide à l'improviste de lâcher un énorme pic au président des États-Unis, George Bush. George Bush
doesn't care about black people. Même si cette intervention a eu l'effet d'une bombe sur la carrière de Ye, le fait qu'il s'exprimait au nom de beaucoup de familles de la communauté afro-américaine a juste divisé les avis, à contrario de l'affaire Taylor Swift, où les critiques étaient unanimes. Le bashing va tellement loin qu'il se fera même traiter d'idiot par Barack Obama pendant une interview qui a fuité. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. En bref, toutes ces histoires des VMAs, couplées à ces polémiques avec les paparazzi, le rendent de plus en plus allié aux yeux du grand public. Parce que Kanye entretient aussi une relation toute particulière avec les paparazzi. En septembre 2008, il sera même inculpé pour agression et vandalisme après une altercation. Il jettera la caméra d'un paparazzi au sol dans un aéroport. Même si la violence est rarement la solution, je pense que quand t'as des photographes qui te suivent partout et ça 24 heures sur 24, ça a de quoi rendre n'importe quel homme fou. Mais ça, ce n'est que mon avis. À cause de l'image qu'il véhicule à ce moment, sa tournée prévue initialement avec Lady Gaga le 10 novembre 2009 sera annulée. Tout ça, en plus de la mort récente de sa mère, pousse vraiment Kanye à bout. Alors qu'il est au bord du craquage émotionnel, Mos Def, un de ses amis rappeurs, lui conseille de quitter les États-Unis pour se tenir à l'écart de ses problèmes et de la musique. Pendant ses vacances, il passera par des pays comme le Japon et l'Italie, où il va pouvoir reprendre des forces pour faire son grand comeback. Parce que bon, à cette époque, les dernières nouvelles qu'on a de lui sont sa retraite annoncée dans un post Insta de Rich the Kid. L'enjeu de ce prochain album est énorme, et ça, Kanye le comprend bien. Il doit pouvoir se racheter avec un album tellement parfait qu'il fera taire tous ses détracteurs. Alors il part réunir les meilleurs artistes de l'époque et s'installe à Hawaï. Kid Cudi, Rihanna, Nicki Minaj, Jay-Z, Pusha T, Rick Ross et encore bien d'autres rejoignent le navire. Et Ye invitera aussi quelques producteurs de renom comme Pete Rock, Reza ou Mike Dean pour, je cite, revenir à l'essence du hip-hop. Par contre, pour avoir les meilleurs des meilleurs, il faut parfois y mettre le prix. Et pour cet album, Kanye s'est surpassé avec un budget d'un peu plus de 3 millions de dollars investi. C'est le 11e album le plus cher de l'histoire derrière des Michael Jackson ou Guns N' Roses. C'est déjà un tout petit indice sur l'envergure du projet. Mais sa motivation ne se résume pas qu'à une simple dépense financière. Il va vraiment tout mettre en place pour se focus à 100% dans le projet. L'ancien beatmaker de Wu-Tang, Reza, a travaillé sur l'album et nous explique que Kanye a mis en place un code de travail millimétré qu'il tenait à faire respecter par l'ensemble de l'équipe. Ça passait par des repas où on se donnait des feedbacks, à des activités physiques ou de charité pour se mettre dans une bonne ambiance. Après avoir fini tout ça, ils pouvaient enfin se mettre au travail. Et c'est bon, là ils sont lancés. Les sessions d'enregistrement et d'écriture étaient intenses. Généralement, elles pouvaient durer jusqu'à 12 heures. Et toujours dans cette recherche de perfection, en plus de cet emploi du temps chargé, Kanye imposait des règles de bienséance à suivre. Il les affichait sur des blocs-notes collés un peu partout dans la villa et le studio. Le but était de discipliner l'entièreté de l'équipe et garder un environnement sain pour bosser. Et c'est pour ça qu'il était interdit de poster des tweets, de prendre des photos ou encore de faire rentrer des fans. Tout était centré autour de la création artistique. Et c'était un point où Ye imposait même une tenue réglementaire en studio pour garder cette discipline et ce respect dans l'espace de travail. Le but principal est de faire de la bonne musique. Et c'est exactement ce que les Good Fridays représentaient. Oui, parce qu'après l'incident des VMAs, Kanye souhaite se racheter aux yeux du grand public. Et c'est pourquoi il proposait sur son site internet, tous les vendredis, des démos de morceaux pas encore terminés gratuitement. Parmi la ribambelle de chansons offertes, certains vont même se retrouver définitivement sur l'album. Ça lui permet de redorer un peu son image, mais surtout de teaser le projet qui arrive. Et le 1er juillet 2010, après avoir bien hypé ses fans, il sort finalement son premier single, Power. On comprend direct où l'album veut en venir. L'ambition, le talent, la technique et le travail sont tous concentrés dans un seul morceau pour nous rappeler à quel point Kanye est bon. Si dans le clip il est presque représenté comme un dieu inaccessible, en réalité, si on se plonge un peu plus dans la musique, vous vous rendrez très vite compte que c'est bien plus subtil. Déjà, le sample 21st Century for Schism Men de King Crimson n'a rien d'anodin. Le son original critique les détenteurs de pouvoir pendant la guerre du Vietnam et la société de l'époque. Si on le replace dans Power, le sample est utilisé pour parler des mêmes sujets en vrai. Comme quoi, il y a plus de 40 ans qui se sont passés, mais rien n'a véritablement changé. Mais c'est aussi un point de réflexion sur ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Dans le morceau, il parle de son ressenti sur sa polémique avec Taylor Swift, de son isolement, et d'un moyen d'échappatoire un peu plus sombre dans l'outro. Tout ça est saupoudré par une production magistrale qui n'est pas prête de s'arrêter. On nous introduit doucement au projet, et au fur et à mesure que l'album se peaufine, Ye et son équipe se rendent compte que le titre initialement prévu en tant que Good As Job ne correspond plus à la direction qu'ils ont empruntée. L'ambiance générale se détache complètement de ces 3 premiers albums, et ne peut donc pas être attachée à eux. Là, en 2010, les fans sont complètement impatients. On s'arrache déjà ce premier single en magasin et tous les médias pètent un câble, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Kanye sait se faire entendre. Et là, après une bonne année hors de la scène, il revient symboliquement aux VMAs avec un tout nouveau single d'excuses, Runaway.
C'est pour moi un top 5 des meilleures chansons de Kanye, tout simplement parce que c'est bien plus qu'un morceau. Runaway est une représentation parfaite du personnage controversé et égocentrique qu'est Kanye West. Déjà, comme sur le reste de l'album, la production est maximaliste, c'est-à-dire qu'il superpose un maximum d'instruments comme des cordes, des pianos ou des chœurs. Et puis il y a les samples de James Brown et Rick James qui ouvrent le track sur l'état contemplatif et réflexif de Ye. Ladies and gentlemen, it's star time at the Apollo Theater. Avec cette répétition du Look at You, on sent comme une présence autour de nous qui observe chacun de nos faits et gestes, exactement comme Kanye après ses diverses polémiques. Après l'intro passée, il nous offre un refrain poignant sur son perfectionnisme et la négativité que ça engendre. On arrive ensuite au premier couplet qui nous fait comprendre par un exemple assez cocasse l'incapacité du rappeur à avoir une relation amoureuse stable. Le tout s'enchaîne plutôt bien et un peu plus tard, Pusha T délivre un magnifique couplet où il joue le rôle d'un homme insensible et égoïste bloqué dans sa relation toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il écrit ça, il était vraiment en train de traverser une période de rupture amoureuse. C'est aussi ce qui donne cette note encore plus intense et touchante. Cette phase de Pusha T s'oppose complètement avec les premiers couplets d'un Kanye essayant de se remettre en question. Ici, il abandonne complètement l'empathie pour tomber dans la fierté malsaine et l'arrogance. Ce suit un troisième et dernier couplet digne des plus grandes tragédies, où il admet son impuissance et accepte sa destinée. Le morceau se conclut par un air extrêmement saturé qui rend le son presque inaudible, où Kanye chante ses insécurités les plus sombres. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cette partie de la chanson, c'est qu'il l'utilise à chaque fois comme un défouloir pendant ses concerts. Quand il interprète Runaway, c'est bien plus qu'une performance. C'est un vrai purgatoire où il crache ses tripes et laisse parler son cœur. Je peux vraiment vous prendre n'importe quel concert. Par exemple là en 2021, pendant le concert Free Larry Hoover, Kanye utilise l'outro pour exprimer sa peine par rapport à sa récente rupture avec Kim Kardashian. La performance contient tellement d'émotions qu'elle fera même pleurer Drake présent à ce concert. On a aussi cette autre perf de Ye à Coachella en 2011 où il parle cette fois-ci de Amber Rose, son ex-femme avec qui il est resté pendant ses heures les plus sombres. Mais si je dois vous faire une confidence, la vraie force de cet extrait, c'est pas la production grandiose, c'est pas non plus les différents couplets et refrains de Kanye, ni même le featuring exceptionnel de Pusha T, mais c'est bel et bien la proximité qu'elle entretient avec nous, auditeurs et amoureux du rap. Runaway se limite pas à un aveu de faiblesse purement honnête de Kanye, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une vraie expérience qui, à chaque fois qu'on écoute, nous plonge l'espace d'un instant plus profond de nous-mêmes. Parce que ouais, l'extrait de fin nous incite clairement à faire la rétrospective de notre propre vie. Peu importe ce qui t'est arrivé récemment, qui tu es, dans quel milieu t'as grandi et à quel moment t'écoutes ce son, tu ne peux pas t'empêcher de réfléchir sur toi-même. T'as pas forcément les mêmes problèmes que lui, mais il t'invite à te poser pendant 9 minutes et 7 secondes et te dire « Tiens, mais qui est-ce que je suis pour juger la vie d'un autre alors que la mienne n'est pas parfaite non plus ?» C'est évidemment un morceau que je vous recommande à tous d'écouter en entier avec une attention maximale. Aujourd'hui, Runaway est devenu tellement iconique et reconnaissable qu'il suffit d'une seule note pour faire lever toute une foule en délire. Mais si je vous disais que cette mélodie légendaire au piano résulte en fait de ce que Bob Ross aimait appeler des heureux accidents. Oui, bon, c'est quand même plus classe en anglais. Voici l'anecdote de Jeff Basker sur la production du son. And I was just programming that. Felt like I was in the wrong octave, so I switched the octave and it went. No and way. then I switched it back. I was like, that wasn't right. Yeah, that became such an iconic, haunting For thing. sure. And Kanye kind of picked up on that, like, whoa, that is so fire. And then I was Right. like, man, and then you should do that in the Yeah. show. That note can just bring a stadium to its feet, right? En vrai, Runaway définit l'atteinte globale de l'album et nous donne un avant-goût des sujets qui seront abordés. Parce que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est avant tout la catharsis d'un personnage tragique. Le support musical lui sert de purgatoire où il peut avouer ses insécurités comme il le veut sans se faire juger. Par exemple, dans le morceau Devil in a Dress, sur un sample de Smokey Robinson, il essaye de concilier sa relation amoureuse avec la religion, tâche qu'il juge extrêmement compliquée puisqu'elle l'incite à pécher et l'entraîne dans une relation toxique. Mais il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Rien que son regard arrive déjà à l'atteindre. Devil in a Dress, c'est vraiment la symbolisation de la tentation du diable. Et comme vous avez pu le comprendre depuis tout à l'heure, Kanye a un petit problème avec les femmes. Mais en même temps, c'est ce qu'il fait vibrer, tenir debout et le guide dans ce monde cruel. Dans Lost in the World, il aborde justement cette thématique et nous explique à quel point c'est difficile de vivre sans l'amour. Il nous rappelle aussi que ces sentiments peuvent être contradictoires. Cette appétence pour les belles femmes le pousse à écrire Hell of a Life, dans lequel il nous exprime avec détail sa passion pour les actrices X et l'industrie en général. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est que dans la première phrase, il dit ça. Et puis dans le troisième couplet, ça. Et donc techniquement, il a tenu parole. Et c'est en 2014 que Kanye réalise ce rêve et la marie en Italie. Le fantasme est vraiment une grande partie qui recouvre tout l'album. Et c'est
cette anecdote avec Kim s'illustre parfaitement dans le contexte. La pochette originale de l'album est dans cette même veine. Parce que si vous le savez pas, la version qu'on peut voir sur toutes les plateformes de streaming et la plupart du temps en magasin est une cover censurée de celle-ci. Ouais, c'est assez explicite et je pense pas que j'ai besoin de vous la décrire, à moins que je veuille avoir des problèmes avec YouTube. Pourtant, même si c'est un sujet assez récurrent dans l'album et dans sa carrière en général, c'est loin d'être le seul truc qui le tracasse. L'ego et les galères qu'engendre la célébrité sont des points qu'il a voulu mettre en avant dans des morceaux comme All of the Lights ou Monster. Ces deux sont complémentaires où il montre les aspects négatifs de la fame et que l'ego est une source d'énergie si puissante qu'elle peut le transformer en monstre. Assez ironiquement, c'est aussi cet ego qui a failli mettre de côté l'un des meilleurs couplets de Nicki Minaj, parce qu'en gros, les 20 mesures de Nicki sur Monster étaient tellement impressionnantes qu'il mettrait selon Kanye les perfs des autres feats, y compris les siennes, en péril. Bon, finalement, il décide de les garder et merci Ye pour cette bénédiction. Et puis maintenant, All of the Lights. Le titre fait bel et bien allusion à l'enfer médiatique que subit le rappeur. Toutes ces lumières, c'est évidemment celle des caméras et des paparazzis qui l'éblouissent et le rendent fou depuis ces dernières années. Le refrain de Rihanna fait référence à l'absence de vie privée une fois qu'on devient célèbre. En plus de ça, Kanye arrive magnifiquement bien à traduire l'envahissement qu'il subit dans l'intro, qui inclut une dizaine d'artistes dont Drake, Elton John ou encore Alicia Keys. Les featuring aussi, parce que ça faut en parler vu comment on mange bien. Typiquement le couplet dantesque de Rick Ross sur Devil in a Dress. Le mec en est tellement fier qu'il a sorti un clip avec juste sa partie, et il a bien raison. Et pour conclure, le dernier recours quand tout semble perdu et que tu te retrouves au dos du mur sans aucune solution, c'est de quitter ce monde. Kanye a donné quelques pistes à la fin de Power, mais la vraie fin qui devait conclure l'album se trouve sur un leak de la démo Never See Me Again. En choisissant de ne pas la mettre sur le projet final, il nous indique que c'était une idée qui avait traversé son esprit, mais qu'en cours de route, il s'était résigné à ne pas abandonner. Voilà tout. Si je devais résumer l'album en un seul mot, ce serait vraiment abondance. Tout est en excès. La production, les featuring, les thèmes, mais surtout la mise en scène. Et c'est là tout le concept de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Il remet l'aspect grandiose de l'art à l'avant. Les danseurs par exemple, qui ont fait de magnifiques chorégraphies pendant les lives. Les costumés et décorateurs aussi, qui ont fait un boulot dingue, notamment pendant son Lize's Tour. Des cinéastes et des acteurs même, qui ont bossé sur un court-métrage de 35 minutes. En gros, c'était un peu comme un thriller de Michael Jackson ou un Purple Rain pour Prince. Le court-métrage est une compilation des chansons de l'album avec comme trame principale la relation d'amour impossible entre Kanye et une femme à moitié phénix. Je vais pas vous faire le résumé complet, mais il est disponible entièrement sur YouTube, donc faites-vous plaisir. Bref, cette audace dans l'album ne semble pas faire l'unanimité, parce que si elle met quasiment tout le monde d'accord, sa grandeur et ses excès totalement assumés ne plairont pas à tout le monde. C'est quelque chose qui va être critiqué, mais qui pourtant subsiste dans l'esprit de Kanye depuis un très long moment. Rien qu'à voir Late Orchestration, une reprise de son deuxième album joué par un orchestre en live. En fait, il a toujours eu cet attrait pour l'art en général. C'est juste que là, il le dévoile totalement. Et même si c'est pas au goût de tout le monde, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est une bombe. Pas que dans le rap, mais sur l'art en général. Il remet en lumière le concept album qui avait perdu un peu de sa superbe ces dernières années. Il repousse les limites du genre qu'est le hip-hop avec son utilisation extrêmement variée de styles de musique. Rock, soul, musique classique, électro, tout y passe. Et ce sera pour notre plus grand plaisir. C'est un truc qui va vraiment inspirer les futures générations et marquer des artistes comme Tyler the Creator, Kendrick Lamar, Travis Scott et bien d'autres. Mais ce qu'il y a de particulièrement révolutionnaire, c'est le fait qu'on voit le rappeur dans un état de vulnérabilité maximale. C'est à l'opposé des codes du hip-hop. Et là, il y va à fond. À une époque où tout le monde cache ses peurs et évite de parler de santé mentale, lui il décide de tout avouer. Et avec ce chef-d'œuvre, il popularise une toute nouvelle approche beaucoup plus transparente et vraie entre l'artiste et ses fans. Et c'est pas quelques mecs inconnus au bataillon. Hein. Là, on parle de Drake avec Take Care, The Weeknd avec House of Balloons ou Mac Miller avec Swimming. Même en France, je suis pas sûr à 100%, vous me direz. Mais pour moi, le chant des sirènes d'Orelsan a clairement cette petite touche de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et tout ça, c'est les raisons principales qui poussent les critiques à juger ce projet comme un classique. Des mots comme le plus grand album de tous les temps ou encore la quintessence de la création artistique sont employés. Pourtant, quelques fans n'ont pas été très emballés par le projet. Certains ont même été très déçus. Si vous avez aimé l'album autant que moi et que vous ne croyez pas quand je vous dis que certaines personnes n'ont pas kiffé l'album, laissez-moi vous lire quelques commentaires d'auditeurs pas très convaincus sur Sens Critique. Kanye West a un melon gros comme ça. Beaucoup de bruit, beaucoup de lumière en pleine gueule dans ta face et aucun sens de la nuance. La prod de luxe ne sauve pas du tout. Les dollars encore moins. En fait, je voulais lui donner une chance, mais Kanye m'a ennuyé. C'est le diagnostic que je vous ai fait tout à l'heure déjà. Tout y est. Arrogance, ridicule, chiant, et c'est là que Kanye gagne la partie. C'est exactement ce qu'il voulait mettre en avant et critiquer. Là, il y a vraiment deux camps totalement opposés qui s'affrontent. D'un côté, t'as les élitistes qui travaillent dans le domaine et qui savent reconnaître un bon album d'un mauvais, et de l'autre côté, t'as juste des mecs qui veulent passer un bon moment et écouter de la musique. C'est deux ambiances totalement différentes. Et évidemment, quand t'écoutes un son en soirée avec tes potes, t'as pas forcément envie qu'il y ait une mise en scène de zinzin,
des cordes, des pianos et des chœurs. T'as surtout la flemme d'écouter 9 putains de minutes pour un seul morceau en fait. Ici, la problématique est beaucoup plus générale. L'exemple de cette confrontation nous questionne surtout sur la légitimité des deux parties. Qui est-ce qu'on doit écouter? Pourquoi? Est-ce que l'avis d'un type qui est censé être un professionnel du métier et qui étudie quotidiennement cet art devrait compter plus que celui de fan lambda qui exprime juste qu'il pense sincèrement? C'est drôle parce que ça, on peut aussi le voir dans plein d'autres secteurs de l'art. La peinture, le jeu vidéo, mais aussi le cinéma. Pourquoi est-ce que certains films peuvent être extrêmement bien notés par une petite élite de personnes mais détestés par la communauté tout entière? Et inversement d'ailleurs. Mais si vous aimez la musique plus simple, moins extravagante et plus proche des artistes, j'ai la solution parfaite pour vous. Le plus grand projet de ma vie. Et ça, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Bref, en ce qui est de mon avis personnel sur la question et le projet en général, pour cette vidéo, j'ai réécouté l'album environ 30 fois. Et c'est même pas une façon de parler. Je me suis complètement plongé dedans pendant ces 3 derniers mois et voici ce que j'en pense maintenant après toutes ces réécoutes et analyses. Si je devais être tout à fait honnête, je n'ai pas tout de suite adoré l'album. Bien sûr, après ma première écoute, j'avais quand même quelques morceaux coup de cœur. Mais j'aurais très bien pu comprendre les quelques critiques négatives qui lui ont été adressées. J'ai même pu trouver quelques morceaux ennuyants par moment. Oui, je l'avoue. Dites-vous que j'avais même du mal avec Runaway, alors que maintenant, c'est peut-être l'un de mes morceaux favoris. Mais au fur et à mesure des écoutes, je prenais de plus en plus de plaisir. Après chaque lecture de l'album, j'avais de plus en plus d'affection pour ce disque. Et une fois que je suis monté dans le train, plus rien ne pouvait m'arrêter. Donc oui, j'entends les critiques qui lui sont faites, mais ça va bien plus loin qu'un caprice de riche. Tout a été calculé depuis le début, et c'est là qu'on reconnaît un chef-d'œuvre en avance sur son temps. Faut que t'écoutes plusieurs fois pour bien comprendre et pouvoir vraiment le savourer. Et si après avoir écouté 100 fois l'album, tu t'es toujours pas lassé, tu sais qu'il a réussi son coup. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé et est arrivé à plusieurs des fans. Mais il reste une dernière question. Non. Enfin, pas pour l'instant. Kanye a atteint le sommet. Il n'a jamais été aussi haut et pourtant, il va être temps une fois de plus pour lui de se renouveler et prouver au monde entier qu'il est le génie qu'il pense être. Bon, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Avec un très bon ami youtubeur, on est en train de créer une plateforme de streaming de musique. Le but, c'est d'aider, soutenir et promouvoir la musique indépendante. Que vous soyez artiste de jazz, de rock, de rap, peu importe, ou juste un auditeur lambda qui en a marre d'entendre toujours les mêmes morceaux mainstream à la radio. Newsay serait un projet qui pourrait vous intéresser. C'est pas mon projet, ni celui de Dynasty, c'est notre projet à tous. Ensemble, on peut faire avancer la musique indépendante à un autre niveau. Mais comme pour n'importe quel projet, il faut de l'argent. Et si vous voulez me soutenir, encore mieux qu'un like ou un abonnement, j'ai créé un Patreon sur lequel vous pourrez retrouver en exclusivité les coulisses de mes vidéos YouTube, un suivi très précis de l'avancement de Newsay et plein d'autres avantages à la sortie de l'appli. Tous les fonds seront réinvestis dedans, donc vous savez où va votre argent. Et si vous voulez pas forcément nous soutenir financièrement, ce que je comprends très bien, vous pouvez toujours rejoindre nos réseaux. Merci de votre écoute, on se revoit très bientôt.